Bonsoir, c'est votre magazine Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales. Des hommes ou des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur parcours, leur histoire. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, l'homme qu'on appelle Anita Ngapi est dans nos murs et dans votre magazine Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, monsieur Mano. Alors, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Moi également. Ouais. Voilà, alors, ce magazine qui célèbre le succès, l'excellence et la réussite, j'espère que le profil vous va. Oh, peut-être pas les trois adjectifs, mais peut-être le succès quelque part, oui. Pourquoi pas. Voilà, alors Anita Ngapi, ouais. De votre vrai nom, Joanne François Atipo Ngapi. Alors, d'où vient Anita? Effectivement, je me suis posé la question moi-même. J'avais un collaborateur quand j'étais en train de mettre en place ma maison de production. Ben, il m'a dit, mais quand tu joues au football, on t'appelait Anita, ce serait bien de mettre Anita Ngapi. Mais après tout, c'est rien du tout, ce n'est qu'un... Ça sent féminin. Voilà, ben oui, parce que j'ai toujours été attiré par le féminin, effectivement. Au secours. Alors, donc c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Voilà, ouais. Donc c'est pas une Anita cachée que non, vous avez... Non, vous savez, je suis... En France, on posait, je travaille dans une société qui s'appelle AXA. On posait la question au PDG. Compagnie d'assurance. Voilà. On posait la question, qu'est-ce que ça veut dire AXA? C'est parce que ça sonne bien. Ah, d'accord. Voilà. Donc là aussi, c'est la même chose. Voilà. Et vous avez ajouté votre nom. Mon nom, voilà. Ngapi. Voilà, alors, Anita Ngapi, vous avez suivi les médias ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Alors, les médias congolais ou n'importe quel média? C'est vous qui avez suivi les médias. Bon, ben je vais parler des médias congolais parce que je suis tous les médias. Non, ce qui attire souvent mon attention, c'est la politique qui prend plus de place par rapport à la culture. Je parle pour ma paroisse. Hein. Bon, et je crois que je pourrais effectivement poser la question aux journalistes. Pourquoi la politique prend autant de place? On pourrait faire du 50-50, avoir 50% de politique. C'est elle qui dirige la cité? Voilà, comment? C'est elle qui dirige la cité, la politique. Oui, justement. Je dis 50% de politique, 50% le reste. La culture, le sport, toutes ces choses-là. Mais quand j'essaie de regarder un petit peu, c'est presque 80-95%. Alors je regarde aussi nos télés... à Paris, hein. J'ai eu DRTV, j'ai Télé Congo, etc. parce que ça m'intéresse, ce qui se passe au pays. Mais j'aimerais bien, je souhaite qu'on parle un peu moins de politique, hein, et puis ajouter 30% de culture, de sport, etc. Hein. Voilà donc ce que vous avez remarqué, il y a trop de politique à la télé. Trop de politique. Et puis je n'y comprends plus rien. Voilà, alors... Comment le jeune Anita Ngapi rencontre-t-il le monde du showbiz alors qu'il est cadre des assurances? Alors, d'abord, quand je rencontre le monde du showbiz, je ne suis pas encore cadre, je suis étudiant. Ah d'accord. Voilà. Je pars d'ici très jeune. J'ai fait mon bac en France et j'étais un très grand supporter de Zaïko Langalaka. Bon. Donc en même temps, je suis en fac. Après le bac, je suis en fac et on m'a dit que Zaïko est arrivé quelque part dans la rue de Rennes à Paris. Je suis allé. Alors, j'aimais bien Manouakou, Nyokalongo, etc. Et je suis allé les voir. Après le concert, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne sortez pas? On appelait ça 33 tours. Voilà. Ils m'ont expliqué, mais non, c'est compliqué, il faut de l'argent, etc. Là-bas, à l'époque, il y avait pas les 33 tours. C'est-à-dire, il n'y avait pas les 33 tours de Zaïko. On avait que les 45 tours. Ah, d'accord. Je le faisais acheter à Kinshasa. C'était le producteur, c'était Verkis, tout ça là. Bon, donc je dis, avec la maison VV. La maison VV. Donc je dis, mais il faut quand même faire un 33 Alors, tours. il faut rappeler, les 45 tours, il y avait combien de chansons? Il y en avait 2 ou 4, maxi. Ah, d'accord. 2 face A, 2 face B.
Ah, d'accord. Ou une seule chanson face à une seule chanson. Et dans les 33, on avait... Dans les 33, on avait la possibilité d'avoir jusqu'à 8. Ah, voilà, il y a des jeunes, plus jeunes que nous, qui n'ont pas connu cette période. C'est bien de le rappeler. Et donc, c'est à partir de là que mon ami Manoakou me dit, mais nous, on n'a pas de moyens, c'est très difficile, etc. etc. Alors, j'ai dit, mais est-ce que je vais me renseigner? Je suis donc allé voir une société, un Européen, je me rappellerai tout de ce monsieur, il s'appelait Marcel Rapp. Il m'a expliqué comment ça se passe. Alors je lui ai dit, mais je n'ai pas les moyens, mais j'ai un groupe africain qui est très bon. Vous allez gagner de l'argent avec ce groupe. Alors donc il m'a dit, non, mais on va s'associer, vous donnez un peu d'argent, moi je donne un peu d'argent parce que vous êtes sûr que ça marche. Alors moi j'étais étudiant, je n'avais pas d'argent. Alors il m'a dit, mais vous pouvez prendre un crédit. J'ai pris un petit crédit, j'ai donné à ce monsieur. Et vous étiez toujours étudiant? Toujours étudiant. J'ai pris un petit crédit étudiant, j'ai donné à ce monsieur. Et à l'époque, Zaïko était dans un truc qui s'appelle Au volant. Voilà, c'était ce truc-là. Alors, donc, j'ai vu M. Marcel Rapp et on a réalisé cet album qui avait très bien marché. Alors, comme l'appétit vient en mangeant. Ça, c'était en quelle année pour... Ça, c'était en 78. Ah, d'accord. Voilà. J'ai l'air comme ça et je suis quand même vieux. Hein. Et je n'ai rien dit. Donc voilà, c'était en 78 le premier album que nous avons réalisé. Et j'avais aussi un ami à moi, étudiant aussi, qui s'appelle Chirac Mundu. Voilà. Donc c'est avec lui que nous avons réalisé cet album, et M. Marcel Rapp. Donc si on vous demandait qu'est-ce qui vous a emmené dans ce métier de producteur, vous direz? Qu'est-ce qui m'a emmené dans ce métier? C'est le hasard. Le hasard. Ah oui, c'est le hasard. Parce qu'après le concert de Zaïko, j'étais... Donc vous n'avez pas voulu devenir ce que vous êtes devenu? Non. Non. Avec le recul, je n'aurais jamais été producteur. Peut-être même pas homme d'affaires. Voilà. Alors, cadre des assurances et le métier de producteur, est-ce qu'il y a un côté qui prenait le dessus sur l'autre? J'étais venu en France pour étudier, avoir un diplôme. Donc je rappelle quand même que j'ai un 2SS d'assurance. Bon, donc je suis rentré dans cette société tout de suite après, 2 ans après, en 80. Voilà. Et j'étais jeune, je faisais les statistiques, les assurances, les contrats, etc. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'appétit venant en mangeant, je me suis dit, mais c'est intéressant de faire la musique. Et en plus, j'ai gardé les contacts avec tous les gens de Zaïko. Et je me suis dit, bon, maintenant que je travaille, je peux continuer. Voilà. Et là, on a refait un autre album, Limangando, un truc comme ça. On a fait ça avec toujours Chirac Monjo. Et puis après, vous connaissez peut-être un peu l'histoire. Zaïko a eu des problèmes, Evoloko s'en va, Bouzi, tout ça. J'avais une attirance pour Bouzi qui était un type très calme, très sympa. Il est venu me voir, il m'a dit, il faut m'aider. Parce que là, j'ai quitté le groupe, il faut m'aider. Je suis parti à Langa Star, etc. Maintenant, j'ai envie de voler de mes propres ailes et tout ça. Il faut m'aider. Alors là, on a mis un peu le paquet. On a fait un album qui s'appelait Sandou Koti. Voilà. Et là, c'est là que, très franchement, on a fait un gros coup. Et on s'est dit, on doit continuer. Voilà. Et puis c'est parti. Voilà, alors c'est pourquoi Anita Ngapi est dans cette émission. On va découvrir pas à pas. On adore les histoires dans cette émission. Alors, vous êtes producteur de musique. Producteur de musique, ça veut dire quoi? Sa mission ou ses missions? Alors, producteur de musique au Congo, parce que je suis producteur de musique congolais. Mais quand je dis Congo, c'est les deux Congos. Parce que moi, je parle comme Franco Bukaka, le Pagoué Congo. Avec un pont. Voilà, nous parlons de la culture. Donc pour moi, c'est le grand Congo. Voilà. Donc, producteur de musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des mécènes, comme nous. On essaie d'aider le gouvernement à faire évoluer la culture, mais sur le plan musical. Ce n'est pas vraiment comme les hommes d'affaires en Europe, où c'est des grandes maisons qui mettent de l'argent sur tel ou tel artiste, etc. Nous sommes partis de là. C'est un peu l'amitié entre les mécènes et les artistes. Parce que ça part de là quand même. Je suis d'abord les amis, à l'époque, je suis d'abord les amis de ces grands artistes, que ce soit les Nyoka Longo, les Manoakou, les Bouzi, les Evoloko, et que je rends service.
Donc on ne peut pas dire producteur comme les grandes productions du genre Sony, etc. C'est si je trouve un peu, je te donne, etc. Ça partait de là. On faisait même les concerts d'ailleurs. Je me suis même approprié les concerts à Paris, des choses que je ne connaissais pas. Mais c'était pas du vrai business, c'était... on a gagné de l'argent, on se le partage. Voilà, on gagne un peu de l'argent dans le disque, on se le partage. Alors, voilà, c'est ce que ça veut dire. En un mot, votre amour de la musique ou vos amitiés, votre passion vous a emmené dans ce que vous êtes aujourd'hui, on peut dire. Tout à fait. Donc, après avoir travaillé en toute amitié avec ces grands artistes, et puis j'étais sollicité aussi. Puisque ça a marché. Puisque ça a marché. J'étais sollicité. Et c'est là que j'ai commencé à mettre en place une structure. Ah d'accord. Voilà, on a créé une maison en France. On a créé 2 maisons. Une maison à Kinshasa, une maison à Brazzaville. Et là, on commençait à devenir un petit peu professionnel. Alors, donc on a eu ce qu'on appelait la maison GAN, le groupe Anita Ngapi, qui était installé à Kinshasa et à Brazzaville. Ah d'accord. Et Paris. Voilà. Voilà, alors... producteur, vous dites que pas comme les Sony. Est-ce que c'est une volonté de ne pas évoluer pour ne pas devenir ou dépasser peut-être ces maisons? Vous savez, je ne voudrais pas parler bibliquement, mais je dis simplement que quand on a une graine, on jette ça sur le carreau, ça ne prendra pas. Sur les cailloux aussi. Mais il y a quelque part, quand on a une terre qui peut germer, effectivement. Le problème des producteurs ou des hommes d'affaires ici, c'est que c'est très difficile en Afrique de s'en sortir, même quand on a la volonté. Alors donc, on n'est pas vraiment professionnel, un peu amateur, un peu professionnel. Donc c'est aussi... Dans le système D. Voilà, c'est le système... débrouillardisme. Pourquoi? Parce que je crois que ça, il faut que... Moi, j'attire l'attention de nos gouvernants, parce que je ne suis pas le seul à le dire. Il va falloir laisser un peu de place à l'initiative privée, leur donner la possibilité de faire des choses. Sans demander de l'argent, bien sûr, à l'État, mais leur disons la possibilité de s'installer. Finir avec le monopole, avec toutes ces choses-là. Et je crois que c'est comme ça que nous aussi, on peut s'en sortir. Parce qu'entre-temps, la guerre est passée par là, des tas de trucs, etc. C'est la faute de personne. Mais ça veut dire que même quand tu veux voler, on te tire vers le bas. C'est pas facile. Moi, je sais, je connais aussi les collègues qui étaient des producteurs, qui ne s'en sortent pas. C'est très difficile. Moi, encore, j'ai un peu de chance. Je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis cadre, j'ai un salaire. De temps en temps, je m'en sors. Mais moi, j'ai des collègues qui ne faisaient que ça, aujourd'hui, qui ne sont plus rien. Parce qu'on n'arrive pas à avancer. C'est pas facile. Alors, est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui, dans ce que vous êtes, de penser à vos débuts de jeunes producteurs? Ah oui. Et c'était comment? Ah oui, oui. Parlez-nous de vos débuts. Parce que c'était toute une passion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Deux fois, on se lève le matin, on dit je vais créer une entreprise. C'était pas du tout ça. Moi, j'étais... D'ailleurs, il y a l'anecdote que je me souviens toujours. Un jour, j'ai dit aux gens des Zaïko qui m'ont dit « Ah oui, mais nous, tout l'argent que tu nous as donné, on a acheté des choses, tout ça, on n'a plus rien pour partir. On a des femmes à Kinshasa et tout ça. » Je leur ai donné tout ce que j'avais, ma part. Donc on voit bien que ce n'est pas du business. Voilà, ce n'est pas du tout du business. Et là, mais j'étais content de le faire. J'étais content de le faire. C'est vrai que je n'ai pas d'excuses, j'avais un salaire à côté, etc. Mais quand on fait du business, on ne fait pas ce genre de choses. Et il y avait toujours cette passion. Le téléphone, on m'appelle, voilà, on t'a envoyé une maquette, etc. Tout ce qu'on appelle les mabanga, là. À l'époque, c'était des choses naturelles. Donc ça, c'était les choses... On n'attendait rien. On n'attendait rien. Voilà. Et avec les artistes, on n'avait pas vraiment des contrats de professionnels. C'était... l'amitié. C'était l'amitié. Des fois, ils me disent, mais oui, tu as trop perdu, on va t'offrir tel album. Voilà. C'était ça mes débuts. Ils te rendaient riche indirectement, aussi, il faut dire. Oui, mais je les rendais riches aussi. Dans cet état d'esprit, je crois qu'on était du gagnant-gagnant. Ah bon? Ah oui, oui. Ah, vous avez plus profité apparemment. Non, parce qu'on va y venir. Parce que là, tu m'as parlé des débuts, mais après, je rentre quand même dans cette profession. Je m'installe et je deviens rigoureux. Je ne suis plus... professionnel, on est. Voilà. L'Anita Ngapi qu'on a connu, qui
qui laisse passer 100 € ou 100 francs français. Là, je disais non, le contrat, c'est le contrat. Voilà. Et c'est à partir de là que... Vous avez mis votre rigueur. Oui, parce que j'avais des gens à payer, quelque part. Ah, d'accord. On s'était installé, il fallait payer les gens qui assistent les artistes au studio, les gens qui vont s'occuper de l'hôtel des artistes, de leur bouffe, les gens qui vendent les disques. Parce qu'il ne faut pas oublier que on a gagné de l'argent surtout avec les cassettes. Les cassettes, ça a été une mine d'or. Donc les 33 tours ne marchaient pas? Non, les 33 tours marchaient, mais le problème du 33 tours, on s'adresse à des gens qui ont un peu de moyens. Voilà. Par contre, la classe moyenne, où encore aujourd'hui, c'était des chaînes hi-fi. Voilà. Alors, à l'époque, les gens n'avaient pas l'électricité comme aujourd'hui. C'était les batteries. Voilà, les batteries, les piles, les radios cassettes avec piles. Et les gens consommaient énormément de cassettes. Énormément. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, et on a gagné de l'argent à partir. Les 33 tours, c'était, alors je prends l'exemple d'un album comme La Reine du Sabbat, où j'ai vendu énormément de CD, j'ai dû vendre 10 033 tours. Alors que La Reine du Sabbat pour ceux qui... Bozi Boziana. J'ai dû vendre 10 033 tours, alors que contre combien? Plus de 400 500 000 cassettes. C'est énorme. Là, on rentre vraiment dans le professionnalisme. Voilà, donc si on vous demandait quel est l'artiste ou le groupe qui vous a plus marqué? Bozi Boziana. Bozi Boziana. Ah oui. Bozi Boziana, après Shockstar. Votre rencontre, c'était comment? C'était un sociétaire de Zaïko Langalanga qui, après la dislocation, qui vient me voir et qui me dit, bon, je reviens... Qui avait fait quand même une fixation sur vous. Oui, parce que je parlais souvent avec, étant producteur, avec les chefs d'orchestre, Manoa Kougno Kalongo, oui, et Voloko. Bon, donc, lui, il était un peu, tu vois, il faisait partie du groupe, mais il ne faisait pas partie des patrons du groupe. Mais quand il a quitté Zaïko, après Langa Star, il est venu me voir et me dit, est-ce que tu peux me sortir un album en solo? Mais c'est vrai que moi, je l'appréciais beaucoup, ce garçon. Un très bon chanteur, etc. Et j'étais fier de faire cet album en solo. Et puis, les résultats m'ont donné raison. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que c'est aussi le seul artiste où on est resté en contrat pendant plus de 10 ans. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est quand même important dans le monde musical. Et chaque fois, il lançait votre nom aussi. Ah oui, parce que d'ailleurs, j'étais devenu son patron attitré. Ah, d'accord. Voilà. Et son manager aussi, on peut dire. Oui, son manager. Parce qu'après, j'ai mis un peu de stratégie. Parce que je lui ai dit, si tu continues à chanter comme les Aïko, machin, tout ça, ça, tu ne pourras pas. Tu vas t'en sortir. On va tenter de faire chanter des filles avec toi. Mais ça, il ne l'avait pas accepté, il ne comprenait pas. Mais je lui ai dit, c'est comme ça. Comment dire ça? Je lui ai dit, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas te distinguer des autres. Mais si ça ne marche pas, puisque c'est moi qui mets l'argent, on s'arrête, on fait autre chose. Mais je ne sais pas, tu étais peut-être encore jeune, mais le résultat était incroyable. Ouais. Nous, quand on a eu à mettre ces filles-là, ça a été autre chose. Ah oui, à intégrer ces filles. BS et autres. Oui, incroyable. Ouais. Voilà, alors, quelle est la recette que vous proposez de 15 demande, quelle est la recette que vous proposez à tous ces artistes, parce que vous avez presque tout le monde, au Jazz, les Bontu, les Shockstar, les Aïko, tout le monde presque, Langa Stars. Quelle est la recette que vous leur proposez pour que vous obtenez, parce qu'on dit que ce monde des artistes, c'est un monde de fous. Il y a quelle recette pour les convaincre? Moi, je crois que c'est l'honnêteté. Aujourd'hui, je parle toujours librement parce que je suis l'un des producteurs qui n'a pas de contentieux avec les artistes. Au début, dès le début, parce que quand tu parlais de producteur de musique tout à l'heure, un vrai producteur de musique, il ne dit pas à l'artiste, on fait un album, je te donne tant. Non, tu as des royalties, on fait un album, je mets mon argent, je paye tout, on met l'album sur le marché, tu as tant de pourcentage sur les ventes. Point barre. Et puis là, ça c'est. Donc il n'y avait pas de contrat. Hein? Non, là je parle du système non normal. Mais moi, notre système, en Afrique, comme c'est un problème de confiance. Alors comment nous avons bâti ça? C'était, je prends les risques, je vais te faire un album, combien tu me demandes? Si l'artiste me dit, moi je veux 4 millions, 5 millions, si je trouve que ça vaut le coup, il faut avoir du flair aussi. Bon.
Si je trouve que ça vaut le coup, je le fais. Après l'enregistrement, je lui donne ces 5 millions. Tout m'appartient. Tout me revient. Les éditions et autres. Tout. Voilà. Et là, à aucun moment... Ils étaient libres. Ils étaient libres. Et jamais, jamais, jamais j'ai divorcé avec le cadre du contrat. Quand je dis c'est 3 millions, c'est 3 millions. Ils signaient? Ah oui. J'ai des contrats. Bozi Bozian a ses contrats. Shockstar avait ses Quel est l'artiste que vous ou quel groupe que vous avez signé en premier? Le groupe que j'ai signé en premier, c'était quand même Zaiko Lingala. Voilà. On a signé en premier, mais c'est un album qui n'avait pas trop marché. C'était un super album, hein. Evelina, tu connais cet album-là? Bon, c'était pas mal, mais on n'avait pas gagné beaucoup d'argent. Et puis l'orchestre était en plein conflit. Voilà. Et par contre, le contrat qu'on a signé avec Bozi Bozian, c'est le deuxième contrat. Ça a été, franchement, j'ai toujours respecté, et lui aussi. Et je peux te dire que, après, qu'est-ce qu'il faut dire? Dans le milieu musical, le bouche à oreille joue un rôle très important. Ah oui, moi j'ai été avec tel producteur, il m'a donné mon argent, etc. Et ainsi de suite. Et un autre vient te voir, etc. Voilà le secret. Il n'y avait rien d'autre. Moi, je ne suis pas chanteur, je ne suis rien du tout, mais je respectais mon contrat. Et puis le bouche à oreille faisait ma pub. Alors, à l'époque, combien pouvait coûter un groupe ou un artiste? Les cachets à peu près? Alors, ça dépend des groupes. Quand on a affaire à un album. Alors, je prends un exemple. Quand j'ai fait Bozi Bozian, le premier album qui a très bien marché, Sandou Koti, moi j'avais des doutes lui-même, etc. Je pense, je lui ai donné 10 000 francs français. Ce qui n'est rien par rapport à aujourd'hui. Mais au fur et à mesure... C'était qui, bon, j'ai perdu un peu, on a ajouté 2 zéros, 1 million. Oui. D'accord. Voilà. Bon, donc on parle, oui, il faut parler en français. Bon. Donc après, Bozi commence à avoir du succès, il devient un grand artiste. Mais 1 million, c'était énorme dans les années 80. Oui, c'était énorme. Et surtout aux Zaïre de l'époque. Aux Zaïre de l'époque. Mais il ne faut pas se mentir non plus. J'avais gagné beaucoup d'argent aussi sur cet album. Ça, je le reconnais. Bon, maintenant, lui, il a dit, voilà, tu as vu tout ça, tu as bien gagné, aussi bien les cassettes, etc. Maintenant, je ne coûte plus ce prix-là. Je trouve ça normal. Voilà. Ah oui, oui. Je pense qu'on est allé à 4 millions. Voilà. Mais aussi, mes recettes ont peut-être même doublé ou triplé. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a fait 10 ans de contrat ensemble. D'accord, voilà. Parce que vous vous comprenez. Voilà. Et on avait des résultats. Et si c'était un groupe, comment vous signez? C'est le même cachet? Alors, si c'était un groupe, un groupe, en fait, dans le système africain, c'est toujours un chef qui vient signer. Voilà. D'ailleurs... Mais à l'époque, les chefs étaient quand même nombreux. C'est peut-être après... et le président, c'était une personne qui était toujours à l'extérieur. Alors, quand tu signes avec Zaiko, à l'époque, c'était quand même Nyoka Longo Manoa Koupouemba. Ah bon. Voilà. Quand on signe avec Bozi Bozian, qui est anti-choc, un grand groupe. D'ailleurs, pas anti-choc, d'abord Shockstar. Il y a Ben Nyababou qui est le chef d'orchestre. Bozi qui est aussi chef. Non, Ben Nyababou, président. Les défauts, les machins, ça compte pas. Il n'y avait que les deux qui viennent signer. Donc tu as toujours affaire à 1 ou 2 personnes, pas plus. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart de... Apparemment, vous préférez ces périodes si vous étiez donné à apprécier ou à comparer celles d'avant et d'aujourd'hui, vous préférez... Mais maintenant, on ne peut pas signer un groupe. C'est une organisation, c'est une structure. Il y a toujours un patron qui vient au dernier moment. Voilà. Donc, tu ne trouveras pas tout le monde venir signer. Alors, moi, à l'époque, je suis venu, j'ai eu un problème avec Bantou de la capitale, alors que mon papa est sous, que paix à son âme, qui est un type super avec Nino Malapé. Ce sont des gens qui sont venus à mon mariage, parce que je me suis marié ici en 87. Sur le fleuve Congo, ils m'ont accompagné jusqu'à Kinshasa. Ah bon. Ces gens-là, à l'époque des vaches maigres, où il y avait beaucoup de difficultés, les Bantous ne se vendaient pas. Mais quand j'ai signé un contrat avec lui, j'ai vu après beaucoup d'artistes qui sont venus se plaindre. Mais moi, je leur ai dit, non, il y a un patron, c'était Sou, qui a signé, point barre, avec Nino Malapé. C'est tout. Je n'ai pas... En tout cas, Célestin Lengangé d'eau. Je leur ai dit très clairement les choses. Parce que sinon, on s'en sort plus. Voilà. Maintenant, après, si individuellement, un artiste vient me voir parce que, voilà, j'avais une chanson dedans, ça n'a plus rien à voir avec Taboulé, vous avez signé combien de titres? Un album, un seul album. Parce que, oui, parce que lui, c'est un type très rigoureux, voilà.
Et puis, il ne venait pas souvent en France pour faire des albums. Hein. Il avait sa façon de travailler. Il faut dire quand même c'est le premier Congolais qui a fait l'Olympia. L'Olympia, voilà. ouais. Mais il a passé des moments très difficiles. J'ai sauté sur l'occasion pour le faire. Parce que normalement, oui, parce que... Donc la production aussi, c'est l'opportunisme. C'est l'opportunité. Ah oui, oui. Si, il faut toujours l'opportunité. Des fois, tu vois un artiste qui apparaît, ben, on ne le connaît pas, et tu dis, il faut que je sorte sur l'occasion. C'est ça, c'est le flair aussi, ça, la production. Donc avoir du flair. Ah, il faut avoir du flair. Donc si on vous demandait quels sont les critères pour sélectionner des artistes? Alors, on reçoit les maquettes, etc. Et puis, on regarde aussi la période du moment. Est-ce que... Moi, je prends par exemple l'échec que j'ai eu, alors que c'est un très grand groupe congolais, Kingoli. Kingoli, pour moi, je me disais, je vais réussir. On a fait un superbe album et tout ça. J'aime beaucoup le garçon, là, excellent. Mais je suis allé en France avec cet album, le clip, etc. Mais ça n'a pas marché. Il faut accepter les échecs aussi. Mais je continue à croire que c'est des... On va évoquer ce point après. Donc le flair, il faut avoir le flair. Alors la chance que j'ai eue, je dis n'importe quoi, mais sur 100%, j'ai eu peut-être 70% de flair. C'est ça ce qui est intéressant. Donc la sélection, c'est, hormis les amitiés, c'est le flair. C'est le flair. J'ai eu mes échecs aussi. Hein. Ah oui, j'en ai eu pas mal. On va en parler après. Alors, être producteur demande beaucoup de ressources, surtout des ressources financières. À cette époque, c'est vrai que Marcel Rap a mis un peu, et vous, bon, en un mot, d'où tirez-vous vos ressources? Est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière Anita Ngabo, peut-être un politique? Non, je disais tantôt que j'ai commencé comme ça, le crédit et tout ça, et puis après, ça commence à marcher. C'est là aussi... à travers vos économies? J'appelle les capacités de ma formation d'économie. Et de signer tant de groupes et tant d'artistes? Oui, oui, tout à fait, puisque je prends un crédit, je m'installe. La garantie, c'était quoi pour vous donner du crédit? Apparemment, les banques ont dit que ça ne prête qu'aux riches. Oui, mais quand on est salarié cadre en Europe, l'argent doit circuler, donc on fait confiance. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que je crois qu'avec mon salaire, je n'aurais pas acheté une maison en France. C'était quand même avec la production. Ça, il faut le reconnaître. Donc, c'était une époque où c'était du pain béni. Donc, ça marchait très bien. Pourquoi? Parce que petit à petit, on s'est organisé. Maintenant, derrière, ça coûtait cher, de plus en plus cher. Hein, je disais tantôt à mon jeune frère tout à l'heure qu'un studio en France, c'était du genre... allez, on va prendre en francs CFA, 650 000 francs CFA par jour. Bon, si tu comptes, par exemple, une dizaine de jours, ben c'est énorme. C'est énorme. Ben oui. Derrière ça, tu as le cachet de l'artiste et tout ça. Mais si tu ne prends pas un crédit, tu n'en sors pas. Voilà. Mais là, il faut taper fort parce que l'album que tu vas sortir, c'est cet album qui va t'aider à faire d'autres artistes. Alors, je disais au début de notre entretien que le monde des artistes, c'est un monde à l'envers, un monde de fous. Comment vous faisiez pour les convaincre? Alors, d'abord, tous mes contrats se passent en Europe. J'avais un conseil juridique. Moi, je ne voulais pas passer mon temps avec les artistes, discuter de faire du 50-50. Non, c'était, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Combien tu demandes? On en discute. Et puis, je prends un conseil juridique. Il établit un contrat et le reste, je ne veux plus entendre parler. Voilà. Or, là, l'artiste ne comprenait plus rien. Parce que pourquoi on dit ça? Parce que c'est toujours... Yo, Loba Kinangai, comme ça, Opesangai, tout ça. Or là, tu signes. D'ailleurs, ils n'aiment pas signer, ils n'aiment pas ça. Voilà. Mais moi, j'obligeais les gens à signer. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai, il y avait quelques couacs, mais il fallait respecter le contrat. Est-ce qu'il y a eu des brouilles? Oui. Ah oui, oui. Avec qui? Il y a eu des brouilles, il y a eu... Juste pour l'histoire, hein, puisque la majorité, vous n'écrivez pas. J'ai eu des brouilles avec M. Ben Yamabo, qui m'a dit que ce n'était pas légal ce qu'on avait fait parce que c'était le chef d'orchestre. J'ai fait un truc avec les DEFA ou les machins, l'orchestre lui appartient, etc. Des trucs comme ça, il y a eu des... Est-ce que quelque part, vous ne participez pas à la dislocation de ces groupes? Oui, indirectement, mais pas seulement moi. il y a aussi d'autres producteurs qui étaient comme moi. Pourquoi? Parce que c'est la part du gain. Quand tu vois deux ou trois grands artistes qui font partie du groupe, qui viennent te voir, nous on veut faire un album, Nzondingu, je ne sais pas quoi, tu es attiré quand même par la part du gain et puis tu te dis, on va le faire. Mais en fait, c'est illégal. Parce qu'il y a un patron d'orchestre qui dit, mais pourquoi vous avez fait ça alors que ce sont mes artistes? Apparemment, vous débauchez. Voilà, on débauche. Mais en même temps, les artistes disent,
mais lui ne nous paye pas tous les mois, donc il ne peut pas nous interdire de faire ça. Voilà. Donc on était tous un peu dans une situation illégale, les uns et les autres. Voilà, alors c'est vrai que... Alors, tout à l'heure, vous avez voulu évoquer quelques échecs. Alors, avant d'évoquer les échecs, si on vous demandait votre plus grand succès, vous diriez? Mon plus grand succès, c'est toujours Anti-Choc, les Choc Stars. Le plus grand succès, c'est l'arrêt de Saba, incontestable. Ça a été... Le plus grand succès d'Anita Ngapi. Oui, c'était le pétrole, cet album. Et je continue à le vendre jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ça ne marche plus beaucoup, mais on continue à me faire des commandes et tout. Ça, franchement, c'est le plus grand succès. Parce que quand on dépasse la barre de 600 000 cassettes, hein, je parle d'Afrique, c'est énorme. Voilà. Et là, j'ai vendu de 10 033 tours, j'ai vendu 25 000 CD. C'est énorme. C'est énorme. Hein, dans notre... C'est le plus grand succès, en tout cas. Alors, quand... Bon, on a parlé du succès. Alors, quels sont les regrets et les échecs, peut-être, d'Anita Ngapi? Les échecs, j'avais tenté beaucoup avec la musique de chez moi au Congo, parce que je rappelle quand même que je suis congolais du Congo-Brazzaville. Et c'est bien de le rappeler. Oui, oui, parce que souvent on pense que je suis d'en face. Ça ne me gêne pas. C'est eux qui ont plus fait la publicité d'Anita Ngapi. Oui, parce que j'ai fait plus d'albums là-bas aussi. Voilà. Et quand on me critique, j'ai déjà répondu là-dessus. J'ai dit que je il y a eu des critiques du genre? Oui, beaucoup. Beaucoup. Peut-être est-ce qu'ils étaient plus rentables que les Congolais de Brazzaville? Non, mais disaient que je ne fais qu'avec les Aïrois, que je rejette mes compatriotes, etc. Alors que j'avais quand même essayé avec mes compatriotes. J'ai essayé pas mal d'albums, mais les Charman, tout ça, c'est moi. Hein. Bon, les Chilènes de Mbouta, je ne sais pas si vous avez connu. Fernand Bala, tout ça. Bon, on a une petite population. Voilà, le pouvoir d'achat est assez faible, etc. Il faut reconnaître tout ça. C'est de très bons musiciens, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais le problème, c'est que comme nous ne sommes pas assez nombreux, il y a un pouvoir d'achat assez faible. Donc j'ai eu beaucoup d'échecs parce que, quand je vends 10 000 cassettes, ça peut paraître être un succès pour un Congolais. Pour moi, j'ai mis de l'argent, beaucoup d'argent. Bon, donc vous voulez dire que les Aïrois de l'époque achetaient plus que les Congolais d'ici? Ah oui, oui. Ah bon? Ah oui, ça je confirme. Ah oui, j'avais des gens qui traversaient le Kinshasa et qui viennent. Et les statistiques de certains économistes, comment on fait qu'un fonctionnaire zaïrois de l'époque, pour acheter une chaussure en cuir, il fallait faire 7 ans d'économie? Oui, c'est vrai. Mais comment comment dans la musique ça marchait plus? Ce n'est un secret pour personne, pour voir nos frères, comment ils apprécient leur culture. Ce n'est pas le cas du Congolais. Effectivement, nous, on a un pouvoir d'achat assez élevé par rapport à eux. Mais eux, ils adorent, ils aiment la musique. Et en plus, ils sont nombreux. Voilà. C'est ça, c'est un critère très important pour l'économie, hein, la population. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais. Ah, oui. Moi, quand je fais un petit folklore de la RDC, mais je vends plus qu'un bon artiste du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux, simplement. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus bons que nous, non. Ce n'est pas du tout ça. Et ça, c'est très important. Un type comme Fernand Mabala ou Chiden de Mbouta, il sera à Kinshasa, ça aurait été un très grand artiste. Ce n'est pas le cas. Ah bon? Ah oui, ça c'est clair et net. Voilà. Regardez un groupe comme Extra Musica, il serait un groupe RDC, en RDC, serait au même niveau que Kofi. Apparemment, ce que vous aviez évoqué au début, on est plus politique qu'autre chose. Ah oui, regardez, moi quand je vois... Moi j'ai toutes les chaînes. Les chaînes pour regarder, je fais la part des choses. Il y a plus d'émissions culturelles en face par rapport à nous. Il faut qu'on fasse un effort là-dessus. Parce que la culture, c'est très important. Hein? Je n'ai pas dit que la politique n'était pas importante, mais il faut faire la part des choses. Ça, c'est clair. Alors, juste une parenthèse. Dans ta bio Express, on a vu Extra Musica. Oui. Quel est l'album d'Extra Musica? Un seul album, État-Major. Ah bon? L'un des meilleurs albums qui a vendu partout, que ce soit en Afrique de l'Ouest, et aussi que les Congolais ont acheté, et quelques sympathisants de la RDC. Ça, franchement... Donc, le producteur, c'était Anita Ngapi? Oui. Oui. Le producteur, c'était Anita Ngapi. Anita Ngapi a fait un deal avec un Ivoirien qui a pris la partie audio, et moi, j'ai pris la partie vidéo, DVD, etc. Donc, on a vendu très, très bien. On s'est retrouvés, en tout cas. Voilà, alors, un constat dans ton parcours, ou disons dans ton filet de pêche, il manque de gros poissons qui ont peut-être échappé, ou je ne sais pas pour quelle raison, dans ta conquête. Papa Wemba et Kofi Olomide, voir peut-être ajouter 2 Kester, Miné et Pépé Kalé.
Alors, Kester, non, parce qu'on a fait quand même... on a fait un album avec Kester. Ah bon? Ouais. On a fait un album avec Kester au moment où il était vraiment en baisse. Ça n'a pas été terrible, mais c'était vraiment un type que je connais bien. On avait fait toutes les reprises. Voilà, avec Petit Prince, etc. Voilà. Des remixes. Toutes les remixes. Ça n'a pas été terrible. Bon. Papa Wemba, non. Il est juste venu accompagner quelques artistes que nous, on a travaillé avec. Et puis Kofi Olomide, oui, avec Defao. On a fait 2 albums avec Defao. Kofi Olomide est venu chanter avec Pépé Calé, etc. C'était quel titre? Alors tu as Damien. Damien, tout ça. Tu vois, c'est un super album. De Defao. De Defao. Alors Kofi a chanté, Pépé Calé et tout ça là. Mais je n'ai pas eu de contrat en direct, ni avec Papa Wemba, ni avec Kofi. Ça vous intéresse, les Papa Wemba et les Pépé Calé ou les Kofi ne vous plaisaient pas? Alors Kofi, il faut dire que d'abord il est son propre producteur. Hein? Quand vous entendez que quelqu'un a produit Kofi, non. Il fait ses albums tout seul, et puis après il négocie. La première partie. Après il négocie avec le producteur. Donc ça, c'était très... Est-ce que c'était pas un manque à gagner pour Anita Ngapi? Parce que sur la place de Paris, selon les chiffres, quand vous voyez Sonodisc avec les Marcel Perse, même après l'arrivée d'Henri de Bodina avec Musisoft, c'est l'un des plus grands vendeurs de la musique africaine. Ah, oui, est-ce que c'était pas... Je confirme, c'est que... tous ces producteurs que tu cites qui sont venus en flash dans la musique, c'était des gens qui avaient du fric, des gens qui avaient des moyens. Je ne peux même pas me mesurer avec ces gens. Et Kofi il calcule, ce qui est normal. Donc je crois que là, c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'Anita Ngapi, il pouvait bien dépasser avec son parcours, avant même l'arrivée des Jean-Pierre Sarr, des JPS et autres? Non, non, parce que Jean-Pierre Sarr, il arrive, il achète son siège aux Champs-Élysées, je ne peux pas, moi. Moi, je ne peux pas acheter à Château-Rouge, j'ai monté oui, c'est pas, tu vois, c'est pas du tout le même niveau. Donc, Anita Ngapi ne pouvait pas... il a eu le fric. Anita Ngapi ne pouvait pas signer 150 000 € à un artiste ou 50 000 €? Distribution et production? Oui, 50 000 €, pas 150 000 €. Pas aujourd'hui, en tout cas. Voilà, alors, au regard de ce qui précède, vous avez donné et fait beaucoup de choses dans les musiques du Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, aujourd'hui la RDC. Alors, est-ce que vous aviez été décoré par les autorités de ces 2 pays? Il y a eu un banal diplôme de la RDC, que j'étais déjà content de l'avoir. Mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aurais aimé quand même ici au Congo-Brazzaville, avec tout ce qu'on a fait, qu'on me décore, j'aurais aimé. Mais je ne connais même pas les critères d'ailleurs. L'autre fois, je parlais avec les grands artistes. Mais quand même, vous aviez, en tant que jeune, vous aviez investi dans ces musiques. Donc, on se demanderait pourquoi peut-être l'une de ces autorités ou l'un de ces États, de ces 2 États, pouvait bien décorer Anita Ngapi pour les services rendus dans la culture, dans votre domaine qui est la musique. Vous avez presque signé tout le monde. Oui. À 90%, je dirais. Oui, mais vous savez que... Ça vous frustre? Pas du tout. Ah, d'accord. Ah non, non. Ça me laisse totalement indifférent. Mais simplement, pourquoi? Parce que je ne suis même pas sûr qu'on s'intéresse à la musique dans ce pays. Alors, je sais qu'en RDC, ils sont très nationalistes. Moi, je connais mon ami Mayala qui a été décoré, alors qu'il n'a pas plus d'albums que moi. Donc, voilà. Parce que aussi, ils ont un ministère de la Culture qui s'intéresse à toutes ces choses-là et tout ça. Moi, je ne connais pas les critères au Congo-Brazzaville. Donc, ça ne me dit absolument rien. Moi, je pense que j'ai été décoré par les artistes qui parlent de moi, ce qu'ils disent de moi, ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est déjà bien. Peut-être qu'avec le temps, moi, je ne voudrais pas être décoré à titre posthume, en tout cas. Quand j'ai vu ça avec le vieux Lubelo, j'ai regretté parce que... Jacques Lubelo. Ouais, avec Jacques Lubelo. Nous avions diffusé plus d'une vingtaine de fois une émission où il cherchait... Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Moi, je dis simplement, mais tant pis. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait. Personne ne m'a obligé à le faire. Voilà,
je le fais par passion, et je gagne de l'argent. Voilà, donc ça me suffit. C'est pourquoi je réitère que c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission, parce que nous célébrons l'excellence, le succès, la réussite. Et c'est un plaisir de nous avoir, et de mettre votre connaissance et votre savoir dans ce programme. Voilà, une fois encore, merci de disposer de votre temps. Voilà, alors, avec l'avènement des nouvelles technologies, l'industrie musicale africaine ne se porte plus comme avant. Vous l'avez même évoqué tout à l'heure. Alors, le téléchargement, la gravure, la dématérialisation du support audio-vidéo avec les supports USB, MP3 et autres, MP4. Alors, comment Anita Ngapi s'y prend aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, souvent quand ça fait longtemps que je ne suis pas revenu au pays. Alors, quand je parle de ça, de musique, aujourd'hui, on me dit « Ah ouais, mais tu existes toujours, etc. » Et ça vous fait quoi? Une parenthèse juste. Quand vous entendez quelqu'un dire qu'est devenu Anita Ngapi, il ne produit plus, vous réagissez comment? Une parenthèse. Je pense que, comme dit la Bible, le peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi je ne suis plus le même Anita Ngapi qu'à l'époque. Je pourrais dire que je suis un ancêtre, mais aujourd'hui, où sont les jeunes producteurs? Vous avez fait faillite? Non, pas du tout. Simplement, je dis que, où sont les jeunes producteurs aujourd'hui? Parce que je peux très bien disparaître, mais quand je regarde, il n'y a personne. Parce que je t'ai dit que je regarde la télé, tout ça. On parle des gens qui viennent en coup de vent faire quelques productions, ça s'arrête là. La production, ce n'est pas ça. La production, c'est toute une stratégie, ce que je disais tantôt. Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que la musique ne disparaîtra jamais. Mais il faut que les producteurs étudient comment, avec quel support, nous pouvons vendre notre musique à la classe populaire. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui ont des belles voitures pour mettre la clé USB, etc. Mais cette clé USB, comment la maman qui vend dans le marché peut écouter de la musique? Puisque hier, c'était la cassette. Parce que le CD avait commencé à nourrir le déclin de la production musicale. Parce qu'ils n'arrivaient pas à acheter le CD. Ça va faire plus de 10 ans que le CD ne se vend pratiquement pas. La gravure est venue. Voilà, la gravure est venue. Donc je crois que la clé USB, qui est à la portée de tous, il faut que les producteurs voient comment on peut présenter une clé USB avec les musiques à l'intérieur. Avec les musiques à l'intérieur. Et la photo. Et la photo. Et le prix. C'est l'étude que je fais aujourd'hui avec mes équipes. Tu vois, je suis allé en Chine, j'ai regardé, c'est encore très cher. Parce qu'aujourd'hui, si je fais une clé USB au total, de bonne qualité, il ne faut pas que... à 4 000 ou 5 000, je n'arriverai pas à la vendre. Il faut que j'arrive à la vendre à 3 000. Donc il faut que ça soit un peu plus bas que ça. Ah, d'accord. Donc il faut étudier tout ça, regarder, parce que cette nouvelle technologie, elle nous apporte aussi, ça a aussi à l'avantage des producteurs. Il faut savoir l'exploiter. Est-ce que le métier de producteur, avec l'avènement de la technologie en Afrique, a encore un avenir? Oui. Ah oui, oui. C'est avec quel support nous allons vendre nos productions. Et comment protéger avec la piraterie? Est-ce que vous avez une recette de ce côté-là? Non, on n'a plus rien. Aujourd'hui, allez-y voir les boutiques, Mabélé, Boukilo, tout ça, ils passent une journée, ils ne vendent rien. Alors, face à la piraterie, parce que c'est un fléau qui mine aujourd'hui l'industrie musicale africaine, quel remède que vous proposez, quelles solutions ou les approches des solutions que vous pouvez proposer? Les approches de solutions, c'est toujours, il faut être à la recherche du support. Parce que l'artiste ou le producteur ne peut s'en sortir que s'il vend sa musique. Or, le téléchargement, en Europe, ça marche parce qu'on télécharge, on met sa carte bleue, on prend un titre, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire au Congo-Brazzaville. Et je suis convaincu que si nous proposons un support adapté, on peut encore vendre quelques œuvres. Ça, je suis convaincu de ça. On ne peut pas dire que la musique a disparu. Tout le monde dit ça. La musique a disparu avec la piraterie, etc. Moi, je n'y crois pas. Je crois qu'il faut qu'on trouve... Les gens gagnent avec les spectacles, le show. Mais oui, c'est normal. Mais on gagnait toujours avec les spectacles. Donc, il ne restait plus que le spectacle. Mais moi, je ne me décourage pas. Je pense que je vais continuer à produire, être à la recherche. Je peux me tromper. Mais moi, je suis allé chez Mabélé. Je passe une journée pour voir. Les gens viennent,
il te donne la clé USB, copie-moi tel titre, ça fait mal au cœur, hein, très franchement. Un autre revient, c'est la même chose. Personne n'achète le CD. Personne n'achète quoi que ce soit. Toujours la copie, toujours la copie. Je crois que ça... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, comme on dit, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Ça, c'est la loi de l'économie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les producteurs fassent un effort pour dire, voilà, on vous présente Extra Musique en clé USB. Mais pas 10 000 francs, mais 3 000, comme mettait la cassette hier. Je suis allé voir les Chinois qui vendent les radios clé USB. Ah, d'accord. Qui coûtent 5 000. Donc, c'est possible de faire ces choses-là. Mais c'est le boulot des producteurs. C'est notre boulot. Aujourd'hui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai évoqué les périodes. Avant, c'était les passions, les flairs. Aujourd'hui, on ne comprend plus le rôle du producteur entre la production des œuvres, je ne sais pas comment ça se passe, et il y a d'autres qui vous signent la distribution, je ne sais pas, ces étapes. Que gagne le producteur, on ne sait pas. Est-ce qu'il a l'exclusivité sur vos contrats dans les shows? Est-ce qu'il a l'exclusivité dans la distribution? Est-ce qu'il s'arrête au studio ou pour vendre ses œuvres? Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, ce mélange de gens. On ne comprend plus. Oui, non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je disais tantôt, il n'y a pas de producteur. Voilà, on est dans un truc un petit trafic, toi tu fais ci, moi je fais ça, etc. Et l'artiste ne se retrouve pas. Et puis le producteur, il ne sait même plus s'il est producteur. Alors il faut que d'abord chacun a son métier. Moi quand je dis que je suis producteur, je ne suis pas un distributeur. Vous prenez tout. Voilà. Moi j'avais une maison de distribution, j'étais producteur, j'avais ma maison de distribution qui prenait le pourcentage dans les ventes, puisqu'il faut faire la pub. Il faut faire ces choses-là. Mais on a du mal à vous suivre, là. C'est distribution, la partie studio. Voilà, c'est ça que j'explique. C'est-à-dire que le producteur, lui, il paye le studio, paye les artistes, paye le cachet des artistes et le cachet de l'artiste principal ou le groupe. C'est lui qui paye tout ça. Ensuite, il a terminé, il met l'album sur support. Il donne ça à un distributeur. C'est sa spécialité. C'est-à-dire son rôle, c'est de vendre le produit. Et son boulot, c'est faire de la publicité, de distribuer ça dans les... C'est pas le producteur. Ça, c'est plus le producteur. C'est le distributeur. C'est le distributeur. Ah. Voilà. Et il touche un pourcentage. Il y a un contrat qui est établi. Alors moi, dans mon système, pour éviter tout ça, j'ai fait une société de production et une société de distribution. Voilà. Et souvent dans les pochettes de certains artistes, nous lisons... Distribution, producteur intel, distribution intel. Et puis réalisation intel. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Et la réalisation, c'est lui qui a... La réalisation, en fait, c'est pas la réalisation. Production exécutive. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire que c'est le producteur délégué. C'est quelqu'un d'autre casque, mais c'est lui qui exécute. Délégué exécutif. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. Voilà. Mais c'est pas lui qui paye. C'est quelqu'un d'autre derrière. Que gagne celui qui paye? Qui tire les ficelles dans l'ombre. Voilà. Donc, c'est que gagne-t-il? Mais parce que le producteur exécutif, c'est le salarié du producteur. Ah d'accord. Voilà. C'est comme David Monceau qui était avec Musisoft Sonodisc. Voilà. Il est salarié, c'est tout. Ah d'accord. C'est comme dans une grande entreprise, le PDG n'est pas forcément le propriétaire de l'entreprise. Ah d'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui est élu par le conseil d'administration qui fait, demain on peut le virer. Voilà. C'est tout. Ça se passe comme ça. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui font ça, ils n'ont pas envie de sortir leur nom, etc. Voilà. Il dit, bon voilà, moi je te charge de faire ça. Et la distribution, même si vous aviez une distribution, est-ce que distribuer partout avec votre maison de distribution, est-ce que c'est possible? Alors, avec certains, comment vous vous comportez avec d'autres pays? Alors, d'abord, parce que je vois certains artistes que je n'aimerais pas noter, nommés ici, vous voyez, distribution Afrique centrale, Intel. Oui, c'est ça. Distribution Afrique de l'Ouest, Intel. Distribution Europe. Oui. Ce mélange, on n'arrive pas à suivre là. Non, c'est une spécificité. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir de Congo-Brazzaville et aller distribuer des CD à Abidjan, au Bénin. C'est pas possible. Parce qu'il y a des rouages. Est-ce que si vous aviez en face d'un artiste venu, il ne va pas profiter de vous? Pourquoi pas? On a déjà vu des cas.
Il peut emmener des valises, des DVD en Europe et puis les distribuer à vous. Je connais même des artistes de chez nous aussi que je tais les noms qui ont fait ça. Voilà. Ils ont donné. Donc, c'est pas une découverte. Voilà. Donc, mais il faut simplement savoir que la distribution, c'est un métier qui, il y a des spécificités. Si moi j'ai envie de vendre mon produit en Côte d'Ivoire, je suis obligé de m'adresser à quelqu'un qui est installé en Côte d'Ivoire, qui peut les installer, qui peut distribuer partout. Ici à Brazzaville, par exemple, on sait qu'on peut distribuer à Kinshasa, on peut distribuer à Pointe-Noire, on peut distribuer à Dolisie, etc. Et le collègue qui est en Afrique de l'Ouest peut aussi confier ce boulot à un collègue qui est en Afrique centrale. Alors, pour revenir un peu en arrière, quand vous signez certaines productions, est-ce que vous n'abusez pas de la connaissance de celui qui est en face de vous? Si vous prenez par exemple le cas de Rafa Bunzeki, il peut signer sans savoir ce qu'il signait. On le voyait, bon, nous en tant que gamins, quand on suivait à Télé Congo, parfois se plaindre contre Max Toundé. Oui, mais je venais de l'évoquer tantôt. Je connais bien la situation de Max Toundé et Rafa. Ils venaient souvent chez moi à Paris. D'ailleurs, le premier album, on l'a fait ensemble. Il me cite même là-dessus. Mais là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas vraiment du professionnalisme. C'est des gens qui ont des relations. On parle Lingala ou Monukutuba ou Kikongo. Bon, voilà, on discute ensemble, on fait quelque chose. Donc, moi, souvent, on critique Max Toundé là-dessus. Mais Max Toundé lui-même, il n'était pas au départ un producteur. Voilà. Il commence, il tente un truc, ça marche. Et puis, je vois, on commence à le critiquer. Oui, il a escroqué, etc. Mais ce que vous oubliez, c'est que Rafa avait quand même traîné longtemps. Personne, tout le monde... Il était avec Sid Music, il était... Sidonie, c'était pas un producteur. Il était avec Oceani Tangapi. Oui, mais... C'était quel titre? C'était quel album déjà? C'était pas vraiment des contrats départ pour l'école. Ah, c'était pas vraiment des contrats formalisés. C'était j'ai envie de faire quelque chose. Ah d'accord. Voilà. Au finish, c'est vous qui avez gagné, il faut dire. Oui, on a gagné, mais lui, il a trouvé son compte. Ah d'accord. Ah oui, oui, il a trouvé son compte. Le vrai problème, là tu soulèves un vrai problème. Le vrai problème de ces artistes-là, quand ils disent, moi je veux 3 millions, on lui donne 3 millions. Mais non, il y a ce qu'on appelle le succès médiatique. Et l'artiste ne comprend plus rien. Il dit, mais finalement, je me suis fait... J'ai été gruge. Voilà. Bon, mais si tu veux, il faut signer un contrat très clairement en disant, moi, je veux toucher au pourcentage. Voilà. Et tu contrôles les ventes, tu sais que tu as 20%, 30% de chaque vente, et là, tu es tranquille. Mais tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Alors, c'est quoi le plus difficile dans ce métier, si on vous demandait? Le plus difficile, c'est le contact avec les artistes, qui est très difficile. Gérer des artistes, comme tu disais, c'est très difficile. Beaucoup ont laissé leur peau. Oui, beaucoup ont laissé leur peau. C'est très, 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 très difficile à gérer. Et comment vous prenez avec? Parce que vous devenez fou comme eux ou vous devenez dans leur monde? Non, il faut être un peu dans leur monde. Ouais. Vous côtoyez leurs femmes, vous côtoyez? Oui, ils viennent manger à la maison, et un peu, tu vas chez eux, etc. C'est pour ça que je disais tantôt, Bozi était presque un frère. Donc, deux fois, il n'était pas content. Des fois, il voit qu'il y a un album qui marche bien, et il a envie de retoucher encore quelque chose. Mais sinon, il faut être dans leur monde. Si tu n'es pas dans leur monde, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand tu cites Rafa, Rafa était un peu contradictoire aussi. Moi, je le voyais avec Max Toundé qui faisait des efforts, des trucs. Il était très content avec ses vestes et tout. Dès que le truc apparaît, il dit qu'il n'a rien touché. Bon, c'était aussi un peu son charme. Mais malgré tout, il revenait toujours voir Max Toundé. Donc, il ne faut pas dire que ça se passait mal. Et au cours d'un rendez-vous, par exemple, vous avez un rendez-vous avec un artiste au studio et vous le trouvez en train de se chuter, machin. Parfois, vous vous portez en médecin ou vous vous comportez en père ou comment? Rien du tout. Tu ne peux rien faire. Vous le laissez? Tu le laisses. Voilà, on a vu d'ailleurs, pour reprendre notre défunt, j'ai vu ça. Il s'était tellement shooté qu'il ne pouvait pas chanter. Mais il est rentré chez lui. Tu as payé le studio. C'est ça le risque du métier. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Rien du tout. Bien au contraire, si tu commences à... Et beaucoup d'artistes, même en Europe, aux États-Unis, en Angleterre. Tu ne peux rien faire. Mais généralement, ils font attention. Généralement, ils font attention. Ils ont besoin de ça. Bon, mais c'est pas mon problème à moi. Mais si tu tombes mal ce jour-là,
où il a un petit peu abusé, ben, tant pis, tu t'assois dessus. Hein. Alors, si on vous demandait, c'est quoi le merveilleux dans ce métier? Le merveilleux dans ce métier, c'est d'abord l'accouchement des œuvres. Hein, quand tu vois le travail, attention, c'est un travail de longue haleine. Hein. Faire, il y a d'abord les répétitions. Tu viens payer, ils viennent pas. Tu donnes l'argent. Comme une femme enceinte. Oui, oui. Tu donnes, ah oui, mais ils ne sont pas venus, on voulait nos kaki. Ouais, tout ça. Ça te coûte d'abord beaucoup d'argent. Tu as ton budget. Tu avais préparé un budget, mais c'est une catastrophe. Mais en même temps, pardon, président, ceci, cela, bon, voilà. Et puis après, tu as ce côté, ah oui, mais tu m'avais donné de l'argent, mais oui, moi j'ai mis une femme enceinte là-bas, c'est hors contrat. Tout ça. Mais ce sont des relations il faut les accepter. Ah, d'accord. Voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien ces relations. Parce que quand on les sanctionne aussi, ils acceptent. Voilà. Ils acceptent, bon, je suis sanctionné parce que, effectivement, j'avais un peu déconné, etc. Et puis, quand l'album marche, c'est quand même le merveilleux. Enfin, d'abord, sur le plan médiatique, tu es très content. Et puis, l'artiste aussi est content. Et tu gagnes de l'argent. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein? C'est la partie merveilleuse. Voilà, alors, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Célébrité, pour votre bonheur et votre plaisir, reçoit l'homme qu'on appelle Anita Ngapi. Voilà, alors, nous allons vers la fin de notre entretien. Quel est le regard que vous portez à la musique, sinon dans les musiques du Congo? Alors, le Congo, comme vous l'entendez, les deux. Bon, en commençant réciproquement, bien sûr. Non, mais je parle du Congo-Brazzaville parce que le Congo-Brazzaville, nous avons loupé notre spécificité, mais il faut que nous en reviennent là-dessus. Ce qu'on appelle le tradi moderne. Nous sommes les grands spécialistes. Voilà. Mais malheureusement, on n'a pas assez mis en exergue cette partie-là. C'est dommage. Et moi, j'ai envie de le faire. C'est pour ça que je parlais tantôt de Kingoli. Voilà une musique tradi moderne qui peut répondre vraiment aux attaques d'autres pays. Hein, de Kingoli. Hein. Alors, c'est pour ça que je dis aux jeunes que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'aller tricher Kofi ou JB Piana ou Erasson. Ça ne marchera jamais. D'ailleurs, quand je vois ces maquettes, je n'écoute même pas. Parce que, souvenez-vous. Il faut revenir au folklore, voilà. Oui, la base des musiques africaines. Il faut une certaine créativité. Regardez dans ce Congo-là. Il y avait Tembo, il y avait Kwalakwa, il y avait Bantou, il y avait Negro Band. Negro Band, j'ai oublié d'en parler. Ah, avant la mort de Loko Masengo et de... Boïbanda Michel, Max Masengo. Et Boïbanda, je leur ai fait un album qui sortira très bientôt. Hein? Enfin, là, bon, et vous avez participé même à leur réconciliation? Oui, tout à fait. On a participé, on a fait le 50e anniversaire, etc. Voilà ces gens-là. Les gens qui étaient séparés, vous aviez réussi. C'était quoi la recette? Non, la recette, c'est sans... Moi, je leur ai dit. C'est-à-dire que mon vieux Max est venu me voir. Il me dit, il faut produire Negro Band. J'ai dit, moi, pour produire Negro Band... Ça existait toujours, Negro Band? Oui, mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Nous sommes... c'est notre métier et les producteurs qui n'existent pas. Ok, ça existe. Mais vous ne voyez que le côté médiatique. Mais nous, on reste toujours dans le restaurant. On continue à faire les plats. Quelquefois, les plats ne sont pas bons, mais deux fois, les plats sont bons. Donc, je crois que nous, on est derrière la cuisine. On est en train de cuisiner. Alors, donc, Max Masengo, on a fait beaucoup de réunions avec Boïbanda et les autres qui étaient restés là. Donc, on a essayé de discuter, etc. On a mis en place le groupe. J'ai acheté des costumes parce que c'était quand même des... Voilà. Et on est rentré au studio. On a fait quelques clips. Malheureusement, Max est décédé. On n'a fait que 3 clips, je crois. Mais je vais quand même lancer ça avec les 3 clips. Voilà des choses intéressantes. Ça veut dire qu'on a eu quand même des grands groupes du Congo qui étaient même à l'origine de OK Jazz. De l'OK Jazz. Voilà. Mais qui ont fait du succès dans ce pays. Mais ils n'avaient pas besoin d'aller copier Rochiro ou Nico. Alors, mais quand je vois les jeunes aujourd'hui... Mais on dit que Negro Band chantait comme l'OK Jazz. Oui. Tout à fait, parce qu'il y a l'histoire. Quand on reprend l'histoire dans les années 58, tout ça, on voit bien que Max Masengo était parti là-bas, on voit bien que le vieux Issou était le fondateur de OK Jazz, ils sont revenus à Brazzaville, etc. Il y a toute une histoire là-dessus, hein, écrite par Ossinondé. Donc je crois que c'est ça qu'il faut regarder. Nos jeunes doivent faire la même chose. Il faut avoir une certaine personnalité. Peut-être que notre musique, pour marcher, il faut prendre le côté traditionnel. Mais allez-y. Moi, je vois un truc que Denis avait fait là sur... Congo, machin, voilà, uni.
Ça marche très bien. En Europe, les gens achetaient ces trucs-là. Moi, je crois que c'est ça aussi notre Les Baba Mal, voilà, les Baba Mal, les Youssou N'Dour, oui, un peu... Voilà, mais laissant tomber... Les musiques mondaines voilà. avec les salifs qui étaient autres. Ah oui, ouais. Manu, je ne prendrais jamais une maquette où on m'a fait des arrangements comme Werason, même si ça dépasse Werason. Ça ne m'intéresse pas. Si j'ai envie de produire, je m'en vais voir Werason, je le produis. Je crois que c'est clair et net. Hein? JB Pian a fait son truc, tu prends, tu copies, tu fais. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment être, il faut avoir de la créativité. C'est ça la musique. Hein? Parce que c'est ça les œuvres de l'esprit. Mais si tu vas tricher, c'est plus des œuvres de l'esprit. Donc en un mot, le regard que vous portez est... Le regard que je porte, c'est que notre musique va se réveiller. Il faut d'abord des producteurs. Donc elle dort. Elle dort, oui. C'est clair et net. Elle dort aujourd'hui. Franchement, je ne connais aucun artiste aujourd'hui qui dépasse 500 CD à Paris. Pas un seul. C'est ça qui est grave. Mais les Nzungu qui traînent en France avec les Michel Rafa, il n'y a pas des projets de ce côté-là? La musicosophie est trop évoluée du côté de Nzungu Soul. Il faut toujours venir aux sources. Je leur avais dit alors que l'eau commençait. J'ai dit que chaque fois, aussi longtemps que vous restez ici et que vous ne partez pas au pays, il faut se ressourcer. C'est ça le problème de la musique. Il faut se ressourcer. Alors, là, la source à Tari, il faut venir se ressourcer. Et ça, tant qu'ils ne font pas ça, ils continuent. Parce que c'est des bons musiciens. Hein. Ils ont formé un groupe, je les vois souvent, quand il y a un artiste qui décède, ils viennent, mais ils jouent super bien. Mais il faut se ressourcer. C'est très important de se ressourcer. Regarde les jeunes qui sont là. Il y a quelques jeunes, il y a un jeune qui joue actuellement. Je ne sais pas, il a été produit, je ne sais plus, c'est pas DRTV, je crois. Mais c'est un... Présent, vous là. Voilà, il est très bon. Il n'a rien à voir avec, avec ce qui se passe. Il a son originalité. Voilà. Hein, voilà, nous acheminons vers la fin de notre entretien. On aimerait vous avoir toute une journée. Mais voilà, nous sommes à la télé. Alors, tout à l'heure, au début de cette émission, vous avez dit il y a trop de politique à la télé. C'est votre constat. Alors, la majorité des cadres congolais vont dans ce sens. La politique, ça vous dit? Non. Non, parce que je crois que dans un petit pays comme le nôtre, quand je vois les députés, hein, je vois souvent député un tel a fait tel pan ou machin, l'a fait. Franchement, moi je sais ce que c'est qu'un député, c'est pas à lui de faire les ponts. Il faut arrêter. Bon. Donc, chaque fois, je vois telle rubrique, voilà, tel député a fait ceci, et puis tel machin a fait tel ou tel parti. C'est en sérieux. C'est en sérieux. Un pays comme le Congo, on n'a pas besoin d'autant de partis. Il faut plutôt se réunir et puis avoir un projet politique. Et puis là, ça peut intéresser les gens. Parce qu'il faut qu'on avance. Peut-être qu'au nom de la démocratie dite africaine. Oui, oui, mais d'accord. Mais est-ce que c'est parce que c'est une démocratie africaine qu'on fait n'importe quoi? Je crois que non, il faut arrêter. Il faut qu'à un moment donné... Moi, je vois moins de chefs d'entreprise, par exemple. Les gens qui ont de la créativité. Je parle avec des jeunes, on a des projets, on n'a pas d'argent, on aimerait bien faire ces choses-là. Mais faites-le. Essayez de montrer ces jeunes-là, ils ont des projets. Il y a eu un jeune là qui avait fait un truc portable, je crois, qui a vers mon cou. Voilà. Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à regarder ça, c'est intéressant. Et il y en a beaucoup au Congo aujourd'hui. Et c'est comme ça, on va créer des emplois, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent, qui sont au chômage. Mais s'il n'y a pas de création d'emplois, on ne s'en sortira pas. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas envie de voir les députés, ces députés-là qui ne nous donnent absolument rien. Donc la politique ne vous dit pas? Non, non. Moi, j'ai mon frère qui fait la politique. C'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est bon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Alors, Anita Ngapi, ça a été un plaisir de vous avoir. Et on ne va pas vous laisser partir comme ça. Alors, si vous avez des projets à court, à long terme ou à moyen terme, et un message à l'endroit, je dirais, de ces jeunes talents qui nous suivent. D'accord. Alors moi, mon projet, ça sera toujours de la musique, ça ne peut pas être autre chose. Parce que je crois en la musique ne peut pas mourir. D'ailleurs, tantôt, on n'a pas parlé de la musique chrétienne, où j'ai fait beaucoup de musique chrétienne. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de donner ça à la télé. Donc, ça fait aussi partie de notre culture. Parce que quand on parle de profane ou quoi, c'est toujours la culture, c'est toujours la musique. Moi, je dis à ces jeunes que regardons ensemble comment nous pouvons vendre notre travail qui nous nourrit. Ce n'est pas la peine d'aller chanter chez tel ou tel député. Ça, c'est se ridiculiser. Et puis, au fur et à mesure, on n'a plus de valeur. Je crois qu'un artiste doit s'adresser à un producteur. Et puis, pour l'instant, moi, j'ai demandé
à ceux qui sont chargés de s'occuper de la culture, de nous aider à faire des séminaires pour voir comment nous pouvons avoir une nouvelle façon de collaborer. C'est-à-dire, au lieu de me demander 5 millions, 10 millions, mais qu'est-ce que nous pouvons déjà faire ensemble pour présenter nos œuvres à la population congolaise? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je crois fermement qu'on a encore un problème de support. Il faut qu'on fasse un effort là-dessus et puis voir notre façon de collaborer ensemble. Ça, c'est la chose la plus importante. Le reste, je n'ai rien à dire là-dessus parce que je ne connais rien en politique et je réaffirme ma position. Je continuerai à faire la musique, rien que la musique. Voilà. Merci à Anita Ngapi. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme.